bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Alors, mon invité du jour est auteur, psychologue, il a écrit le livre D'une vie à l'autre, il est un petit peu passeur d'âme, il explique un petit peu son métier en soins palliatifs à l'hôpital La Timone à Marseille. Éric Dudois, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous-même? Ben ça va, merci. Dans le sud, il fait toujours un peu chaud, comme chez vous d'ailleurs. Un petit peu. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil de votre part. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser à mes travaux. Et ben, déjà, pour commencer, justement, comment décririez-vous ben, votre métier? Alors, j'ai un mot simple, escroc, et j'ai un autre mot, c'est mettre de l'humanité là où il semblerait qu'on en manque un peu. D'accord. Le deuxième est plus beau, on va dire. Et vous pourriez un petit peu ben, le décrire? À quoi ça correspond, maître de l'humanité? Ça correspond au fait, moi je travaille à l'hôpital et à la fac. Euh, donc à la fac, je donne des cours, je donne des connaissances, et à l'hôpital, je suis psychologue clinicien. Et le but, c'est d'essayer à la fois à la fac avec les jeunes personnes et à la fois à l'hôpital avec les patients, les soignants et la famille à retisser des liens et à mettre de l'humanité, c'est-à-dire à accepter que nous ne sommes pas des iPhones et qu'il n'y a pas d'application pour bien mourir ou mal mourir. Oui, d'accord. Euh, et donc, bon, vous êtes psychologue, on va dire ça comme ça, grossièrement. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je suis docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Mais bon, on va pas se la péter tout le temps, psychologue, ça montre très bien. Bon. Et justement, ben, quelle est la différence entre un psy traditionnel et vous? Ben, avant de faire psy, j'ai fait théologie, D'accord. 7 ans, et après j'ai fait ethnologie, et je vendais des pizzas, et un pote m'a dit, peut-être t'as mieux à faire dans la vie. Je lui ai dit, c'est pas mal de vendre des pizzas. Et il m'a dit, si tu as quelque chose à dire au monde, passe un doctorat, on t'écoutera. Il m'a un peu piqué. Alors, j'ai passé un doctorat, et c'est vrai que, franchement, on vous écoute vachement mieux quand vous avez un doctorat. Ah ouais? C'est con. Oui. C'est notre société, elle est un peu con, mais c'est comme ça. Oui, un petit peu, c'est sûr. Parce que c'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on est plus intelligent que les autres. C'est juste une forme d'intelligence Qui est, parmi des milliards d'autres. qui est plus écouté que les autres. Voilà. D'accord. Bon, au moins, ça vous permet ben, d'être entendu. Voilà. Et puis, ma vie, ça a été d'essayer, pas d'essayer, de mettre le spirituel au cœur de l'enseignement. J'ai des UV d'enseignement. Maintenant, on appelle ça des UE, des unités d'enseignement à la fac sur la psychologie transpersonnelle, où je parle des chakras, où je parle du rôle des corps spirituels, etc. J'ai, dans le travail dans lequel je suis responsable d'une unité de psycho-oncologie et responsable d'une unité de soins et de recherche de l'esprit, D'accord. ex-unité de soins spirituels. C'est-à-dire que D'accord. c'est très, très lié pour moi. OK. Vous avez écrit le livre, alors je vais le montrer à l'écran, D'une vie à l'autre. Ouais. Voilà. Alors, sincèrement, j'ai adoré. J'ai eu des frissons tout le long que je l'ai lu. Vraiment, c'est très prenant, c'est poignant, c'est Merci. c'est plein d'émotions avec des touches d'humour. Je trouve que ça se marie très bien. Et justement, pourquoi vous avez écrit ce livre et raconté ces histoires? Ben, parce que je pense quand je dis, j'en ai marre de ma famille qui traîne à table le dimanche, je leur dis, je vais vous raconter un cas clinique. Généralement, ils partent. Parce que
l'image de mon métier, c'est ça doit être dur. Oui, Et c'est pour ça que je dis escroc, parce que c'est pas dur du tout. C'est des moments de joie, des moments de rire, des moments durs, parce que la personne meurt. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on peut rire? c'est vrai. Ouais. Il y a Et un... l'être humain, lorsqu'il est bien, lorsqu'il est avec sa famille, avec des gens qu'il aime bien, avec des soignants qui prennent soin de lui, il va bien. D'accord. Malgré tout qu'il sache qu'il est en fin de vie. Oui, D'accord. Et vous pensez que c'est dû à quoi, justement, ben, qu'il soit bien comme ça dans des moments difficiles? Il y a une forme de lâcher prise à un moment donné? ouais. D'accord. Il y a une, il y a, il y a un abandon. Vous savez, dans le christianisme, c'est extrêmement important, l'abandon. Dans le bouddhisme aussi, et chez les maîtres indiens de l'Advaita, c'est-à-dire, je m'abandonne. Je choisis plus entre le bien et le mal. Je choisis plus entre vouloir quelque chose et ne pas vouloir quelque chose. Tout est bon, même D'accord. si ça fait mal. Et à ce moment-là, eh bien, ça, ça aplanit, ça résout pas forcément, mais ça aplanit beaucoup de tensions. D'accord. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Mais en même temps, c'est une vision qui est quelque part beaucoup plus belle que ce qu'on peut en croire, quoi, finalement. Ben, vous savez, moi j'ai été élevé par Berthier Spalding, Meroy, enfin toute la clique. À 13 ans, je lisais ce genre de trucs. Moi, j'ai fait théologie pour vérifier que Meroy me disait pas de conneries. D'accord. Ok. Et, et donc, j'ai trouvé qu'il disait pas de conneries. J'ai trouvé les textes de Tel Hamadi du premier siècle, où il parle de Babelot, enfin, des trucs pas possibles. Après, je suis devenu l'ami de Daniel Meroy, mais euh, franchement, il y en a, alors je parle de Meroy, mais il y en a plein d'autres, hein. Oui, oui. Il y a quelque chose qui se passe dans notre monde où, un peu comme dans le Koan Zen, l'ombre du pain s'obscurcit à la clarté de la lune. Il y a une lumière qui déferle avec des êtres humains, des êtres végétaux, des êtres animaux, et puis il y a une noirceur qui s'installe, mais qu'on connaît tous, on ne va pas en parler pour lui faire de la pub. D'accord. Euh, Justement, j'aimerais avoir votre avis, parce que bah, votre livre est quand même très, très prenant. Votre vision de la vie après la mort, c'est quoi? Ah, alors, moi, je pense qu'après la mort, on va dans un lieu, les Indiens appellent ça le Kamaloka. Dans le christianisme, ça correspondrait à ce qu'on pense de un peu un état entre deux, c'est-à-dire ni le paradis, ni l'enfer, qui n'existe pas, mais un lieu dans lequel on a besoin, un peu comme dans tiens, un peu comme dans une série Netflix, Lucifer, Oui, où, où en fait on répète sans arrêt nos dernières conneries jusqu'à temps qu'on a compris que c'est une connerie. d'accord. Et Ok. la vie après la mort, franchement, c'est que du bonheur. C'est pas pour rien que les anciens appelaient la jouissance, quand on fait l'amour, petite mort. Et pour avoir fait l'expérience de la mort à cause de ma maladie, j'ai une maladie respiratoire, Oui, et franchement, c'est le top. Vous êtes, bon, il y a un passage qui est un peu dur. C'est le passage où le corps, lui, il a son intelligence et il va combattre. Et là, bon, bah, il y a de la souffrance, mais on a tout ce qu'il faut dans les hôpitaux pour calmer un petit peu, pas tout, mais oui, un petit peu. Et après, vous baignez dans quelque chose que j'avais jamais connu, qui est de l'amour, c'est bien. C'est, alors on perd un peu tu- à chaque fois que je reviens d'expériences comme ça, je me dis, mais pourquoi t'as pas posé de questions? Mais je peux pas, parce que mon état de conscience est différent. Et pour avoir fait un peu ma thèse là-dessus, les expériences ramènent le fait qu'ils ont plus peur de la mort, ils ont réellement changé.
c'est ce qui me fait vraiment dire que on est au-delà simplement par exemple, il y a des gens qui disent on voit des tunnels parce que au moment de la mort, eh bien, il y a un retrait des cellules des yeux, et donc on voit une sorte de tunnel. Ce qui est vrai, hein, mais il parcellise l'expérience, et ça, c'est pas scientifique. Il faut prendre toute l'expérience. D'accord. Vous parlez de votre maladie. Est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre vos patients? Ah ouais, Oui. Alors, je ouais. sais que vous en parlez un tout petit peu dans le livre, mais est-ce que ça a changé votre point de vue sur comment ils vivent Ce qui a changé, c'est que moi, je suis obligé de me balader, vous voyez, avec ça dans le nez, avec l'oxygène? Oui. en- l'oxygène, pendant 16 heures. D'accord. Et j'ai développé, des fois je peux pas le mettre, donc j'ai développé des respirations que j'avais appris au yoga ou ailleurs. Et donc ça me permet de leur dire, vous inquiétez pas, la respiration est très liée à l'angoisse. Si je suis très angoissé, je vais mal respirer. Oui. Et donc on peut travailler là-dessus, et puis on peut travailler sur le fait que, eh ben, le premier qui meurt, il a perdu. Ou il a gagné? Ou il a gagné, ça dépend. Ça dépend. Euh, Il y a, comment dire, au début du livre, il y a une phrase enfin, qui a attiré mon attention où vous dites que vous avez toujours une fascination pour les mouvements du soleil. Je sais pas pourquoi ça m'a attiré, je ne sais pas pourquoi. Ça signifie quoi pour vous? Et surtout, vous dites qu'avant, vous aimiez voir le lever du soleil, non, le coucher, mais maintenant plutôt le lever. Ouais. C'est quoi qui a changé? Je pense que euh, tous les temps humains sont beaux. Et je pense que quand on est jeune, on a une appétence pour l'obscur. Ce qui ne veut pas dire qu'on est méchant, hein. On Hmm. a une appétence, on veut découvrir des choses. Et que en vieillissant, moi je suis un vieux bonhomme maintenant, j'ai presque 60 ans, et donc j'ai une appétence sur justement comment lever l'obscur. Et j'adore ces deux lieux entre chien et loup, l'aurore, l'aube, parce qu'il va se passer quelque chose. D'accord. Et pour paraphraser un peu Meroy, je veux faire de ma vie boire le soleil. Moi, je j'ai pas envie de gagner d'argent, j'en gagne pour vivre. J'ai pas envie j'ai envie de vraiment d'être vraiment dans cette démarche-là interne, non intellectuelle, où c'est toutes les cellules du corps, de l'âme, de l'esprit de la conscience qui vont se libérer. D'accord. Et avant de commencer une journée, vous en parlez un peu aussi dans le livre, vous faites des méditations, choses comme ça. Ça vous aide à lâcher prise, à être moins impacté sur votre journée? Ben, en fait, au départ, je faisais des choses qui étaient très... J'avais mon coussin, je me mettais en méditant, etc. Ce que je fais plus maintenant, parce que j'ai trouvé que ça, c'était encore un petit jeu de mon petit moi qui voulait que je sois un petit moine. Et donc, mais je prends le temps d'humer. C'est mon York qui m'a appris ça. Lui fait. Et je me dis, pourquoi il fait ça? Alors, je fais pareil. Et j'hume l'air. Et je rends grâce. Je dis merci. Et je me sens vraiment dans la conscience. Pour moi, la divinité, je ne sais pas ce que c'est. Je dis pas qu'il n'y a pas, je dis pas qu'il y a, mais nous, les hommes, on a besoin de l'appeler divinité, père ou autre chose. Et Oui, c'est une métaphore. Mais on baigne dans la conscience. Quand je regarde la vie autour de moi, elle est belle, elle est grande, elle est forte, elle est puissante. Et des fois, elle est dure pour les arbres en ce moment qui souffrent de la chaleur. Elle est dure pour nous, les humains, dans nos sociétés, etc., etc. Et le but du jeu, c'est de pouvoir m'asseoir à côté de quelqu'un et faire en sorte qu'il aille mieux sans même que j'ouvre la bouche. Justement, vous en parlez pas mal dans le livre. Les silences
font partie des choses qui aident le plus, quelque part, j'ai l'impression. je pense. Je ne sais Et pas si vous êtes papa. oui, Oui. Eh bien, les enfants, quand on leur parle, ils sont très attentifs. Ou alors, ils ont autre chose à foutre, mais généralement, le papa dit non, tu vas m'écouter maintenant. Mais ce que l'enfant aime, c'est de regarder son papa quand même papa le voit pas et se lever à côté et se dire, ah, là, je suis en sécurité. Ça, c'est pour moi qui vais grandir en tant qu'homme. Il y a un homme qui m'aime plus que lui-même. Et ça marche aussi avec les mamans, bien sûr, hein. Et, et ça, c'est sans mots. Il n'y a pas de pédagogie, on n'a pas de... Et ça les construit réellement. d'accord. Juste le regard, des fois, suffit aussi, quoi. Alors, le regard suffit aussi. Vous savez, quand vous donnez à votre fils ou à votre fille un regard en disant à l'intérieur de vous, ah, je t'aime, tu es belle, je suis fier, il y a quelque chose qui se passe. Et si après, dans un deuxième temps où vous pouvez dire, vraiment, tu m'as épaté, là, vous allez faire un être humain merveilleux. En tout cas, c'est de très belles paroles et c'est vrai que oui, ça fait ressortir beaucoup de choses chez les enfants, et des fois juste en les regardant et en parlant avec les yeux, quoi. Hmm. Euh, pour revenir sur le livre, à un moment donné, vous parlez de Sarai. Oui, Si je le prononce bien, c'est ça? oui, C'est une personne, j'ai l'impression, qui vous a énormément touché, ouais. qui a enfin, même bouleversé une partie de votre vie, hein. Ah Euh, oui, 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 voilà. elle m'a laminé. Et, euh, et à un moment donné, il y a écrit que la vie ne punit jamais. Oui. Pourtant, enfin, moi, je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'il y a autre chose et tout, mais on peut, vu les souffrances, le calvaire que certaines personnes euh, vivent ben, dans l'hôpital, on a l'impression quand même qu'il y a une punition, quand même, hein, un petit peu. Non, parce que bien souvent, on souffre plus du commentaire que l'on fait de nos vies que de la vie. Et D'accord, c'est une façon qu'on a à l'intérieur de nous. Moi, j'ai vu, il y a quelques jours, il y a une petite dame, un petit oiseau, vraiment. Et elle était pas bien, elle était angoissée, etc. On s'est vu. Moi, j'ai pas dit grand-chose. J'ai juste dit, et si on arrêtait de combattre? Si on posait bouclier, armure, tout, on verra bien ce qui se passe. Et elle m'a pris la main, elle a souri, elle a accepté. Et après, il y avait que du bonheur pour elle. Alors, c'était un bonheur tout bête, tout simple. Et puis, son fils était en prison parce qu'il avait fait une bêtise. Et on a pu demander à l'institut pénitentiaire d'autoriser son fils à voir sa maman qui est en train de mourir. Et le fils était tout agité, tout perdu, parce qu'il avait plus que sa maman. Et cette maman-là lui a pris la main et lui a fait. Et ça l'a calmé. Et la vie, vous savez, elle punit pas toujours. On a toujours l'impression que ce qui nous arrive, ça vient du dehors. On a toujours l'impression que c'est les autres, ou un autre, ou un événement. Mais peut-être qu'il faut qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de dedans, pas de dehors. Ça, c'est Wilfried Ronald Bion, un psychanalyste, qui dit ça. Et que les mouvements internes qui nous animent, eh bien, ça a un écho dehors. Alors, j'irai pas jusqu'à dire ça les fabrique, machin, etc. C'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, ça les oriente. d'accord. J'entends souvent dire que euh, c'est le microcosme et à l'image du macrocosme et vice-versa. Finalement, c'est ça? Oui, ça, c'était l'enseignement d'Hermès Trismégiste, le trois fois grand. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ça. Et souvent, même dans l'orphisme
ou les enseignements des Égyptiens avec Thoth, vous avez toujours ça qui revient. Dans toutes les mystiques, quelle que soit la religion, vous avez toujours quelle est la part que tu prends dans les mots dont tu te plains. Mais c'est dit doucement, t'es pas accusé. Simplement, t'y prends part. On fait tous des erreurs. Le mot, quand Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, le mot péché, ça veut dire va et ne fais plus d'erreur. Oui, Il lui dit pas, c'est interdit de baiser avec quelqu'un qui est autre que ton mari. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous imaginez un Dieu qui dise, quand t'es marié, eh ben, tu fais plus l'amour. C'est pas un Dieu, ce truc-là. C'est Macron. oui, Donc, non, la vie punit pas. Par contre, la vie va nous, gentiment, parce qu'on a une force extraordinaire en nous, tous les humains, nous pousser à devenir de plus en plus une sorte de joyau. d'accord. Euh, Juste avant, là, vous parliez de combattre. Alors, dans le livre, vous en parlez un peu et vous dites que ça vous énerve, enfin, il me semble que c'est ça vous dites, que ça vous énerve quand les docteurs ou que les gens disent on va aller combattre, on va aller à la guerre pour combattre la maladie. Vous dites qu'en Ouais, fait, c'est pas du tout ça. non, c'est des malades. Et ils ont fait médecine. Ben, moi, j'enseigne en médecine et je vois bien que on fait médecine maintenant parce que ben, on aime bien les belles voitures, peut-être. Non, je suis méchant, mais franchement, il y a de ça. Et, et surtout, la médecine moderne est une médecine statistique. C'est une médecine de protocole, c'est une médecine qui nous aide. Enfin, moi, je m'en sers, hein. Quand j'ai mal à la tête, que je suis feignant, je prends un Doliprane, hein. Mais quand j'ai mal à la tête et que je me dis, peut-être tu peux t'arrêter 30 secondes pour... Et ces deux médecines-là s'opposent pas. Mais la médecine moderne, c'est une médecine qui a repris les mots des combattants. Stratégie. Je vois, hein, dès qu'on fait une annonce, on dit, bah, écoutez, monsieur, on va vous aider. Nous avons des armes. Allez, regarde, qu'est-ce qu'il me raconte? Et on va établir un protocole, une stratégie de soins. Et là, je suis pas trop d'accord. Moi, je suis objecteur de conscience. Donc, à mon époque, il fallait faire l'armée. Donc, moi, j'ai dit non. Donc, je me suis tapé 2 ans. Ben, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai pas joué au pantin. C'est insupportable pour moi, quelqu'un qui me dit va à droite, va à gauche, fais ça, fais l'autre. Et surtout, qui me dit coupe-toi les cheveux. Ah, qui est habillé comme un, je peux pas. Déjà, la blouse, vous voyez, elle est là. Elle est Ouais, belle, hein. Elle n'est pas très abîmée parce que je la mets jamais. d'accord. D'accord. Les uniformes, c'est pas pour vous. Ben, ça coupe quelque chose. Si je vois quelqu'un avec mon uniforme de soignant, en plus avec sur ma porte marqué docteur, ben, on le voit bien. Je vois les personnes à qui on annonce un cancer, donc une horreur. Oui. Ils s'en vont et disent merci docteur. Merci de quoi? Oui, je peux annoncer une bonne nouvelle. Et on est un peu formaté en France, mais en Europe, sur pas mal de choses où on devrait se désinformater. On devrait un peu aller voir ce qui se fait ailleurs dans le monde, aller voir. Mais de plus en plus, il y a des gens, ben, grâce à vos web TV, etc., il y a de plus en plus de gens qui vont dire, ben, moi, je vais vous parler de permaculture, moi, je vais vous permettre de ceci, moi, je vais vous parler de cela. Et comme ça nous ouvre un peu l'esprit. C'est vrai. Sauf les personnes très âgées qui regardent encore la télé. Il y en a. Bon, bah là, elle vote Macron, hein. Je l'aime Oui, pas trop, lui. j'ai- Les autres non plus, remarquez. Mais, oui, je suis pareil que vous. Je vous rassure, je l'aime pas lui et les autres non plus. Je les regarde plus, moi, ça y est. Voilà, ouais, j'ai arrêté, hein, c'est bon, ça fait mal à la tête. Après, il faut prendre du Doliprane. c'est vrai.
Euh, Pourquoi, alors pour rester un petit peu dans ce thème un peu de la médecine, mais pourquoi la mort est tellement différente entre les pays occidentaux et les pays enfin, orientaux, asiatiques surtout, quand je vois en Inde, des choses comme ça, ils n'ont pas du tout la même philosophie de la mort. Pourquoi? Parce que, alors, il y a un livre de 1490 qui s'appelle L'art de mourir, Ars Moriendi, qui est chrétien. Beaucoup de mystiques chrétiens ont parlé, mais il y a eu une mainmise d'une certaine intelligentsia de l'Église et d'ailleurs pour que la mort reste quelque chose dans nos sociétés de tabou. Et ça se voit parce que nos enfants, on leur protège le corps tout le temps, le plus possible. Alors c'est bien, hein, on va pas dire que c'est mal, mais un enfant, c'est pas qu'un corps, quoi. Alors c'est bien d'avoir toutes les choses pour les protéger dans la voiture, dans je ne sais quoi encore, mais est-ce qu'on les protège psychiquement? Et là, je trouve qu'on merdoie un peu par rapport à d'autres cultures. D'accord. Ok. On donne plus d'assurance aux enfants qui les réconfortent, même si, par exemple, il y a certaines croyances que l'enfant va avoir qui peuvent évoluer. On va évoluer avec eux. C'est pas la peine. Moi, j'ai des amis qui ont dit à leurs enfants des choses qui étaient inentendables pour un enfant, parce qu'ils avaient décidé qu'on parlait à un enfant comme un adulte. Ah, non? Il y a une asymétrie entre les deux. Et la médecine, dans notre pays, c'est devenu quelque chose de... C'est un ordre. Oui, c'est l'ordre des médecins. Il y a l'ordre des médecins. Si un médecin vous dit prenez ça et que vous lui dites non, j'ai pas envie, faut signer un papier comme quoi vous avez dit non, j'ai pas envie. Oui, comme quand on a signé des papiers pour aller sortir nous-mêmes. Oui, pareil. Oui, ça se rejoint un peu, tous ces trucs-là. Je remarque qu'il y a quand même quelque chose qui est une grosse ressemblance entre tout ça. Entre Oui, la médecine et la après, politique se rejoignent de plus en plus. ben c'est généralement les mêmes, hein. Quand on fait des études en psychosocial, ce qu'on a fait, maintenant, il n'y a plus du tout d'ascenseur social, ou plus très très peu. Et un fils de médecin a largement la chance de devenir avocat, médecin ou autre, etc. C'est-à-dire il y a vraiment un nivellement qui se fait. Et je pense que cette société va exploser un jour ou l'autre. J'espère avec pas trop de souffrance et que quelque chose va émerger de plus doux. C'est un peu Pierre, moi j'aime bien Pierre Rabhi, Oui, c'est-à-dire arrêter d'être en compétition et commencer à coopérer. oui, je suis d'accord. Arrêter de penser contre et de penser pour. Oui, je Donc suis moi, j'embête mes copains médecins. d'accord. C'est ma fonction. Euh, dans le livre, vous parlez que vous allez à la fac de théologie et qu'en fait, ils n'ont pas vraiment la même vision que vous sur la réincarnation, tout ça. Comment vous faites pour arriver à rester avec ces gens-là qui n'ont pas du tout la même vision que vous? Je les aime. D'accord. J'ai pas besoin que l'autre soit d'accord avec moi. J'ai besoin qu'il soit en joie d'être dans le monde. Je suis à Marseille, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui, eux, me disent, mais non, on se réincarne pas, enfin, plein de choses comme ça. Et, et je vais des fois à la mosquée aussi, et c'est pas grave. Je vois leur ferveur, je vois la beauté. Alors, je vous parle pas des trucs terribles qui se passent à Marseille, Oui, des, mais leur religion, comme toutes les religions, c'est un niveau de conscience dont on a besoin pour ça ne m'appartient pas. J'ai d'accord. pas envie de dire
Ils en ont besoin, les pauvres petits. Il y a des êtres d'une lumière inconnue, incontestable. Et il y a des gens qui empruntent mes mots, enfin, ou j'emprunte leurs mots, c'est pareil, qui parlent comme moi, mais ils sont pas lumineux du tout. D'accord. Ok. Euh, Après, enfin, un peu plus loin dans le livre, vous parlez d'Agathe. Euh, et Oui, à un moment donné, vous dites que le moment sera venu pour elle d'arrêter de discuter, de commencer à parler vraiment. Ça, c'est souvent que les patients évitent les sujets comme ça, qui ouais, discutent de choses qui sont en surface plutôt. ouais, ouais. Ben, on le voit tous dans nos vies. Les choses qui nous touchent, etc., on est très, très, très pudique avec. On va discuter de tout et de rien. Et les choses pudiques, ça sera à des moments clés, à des moments où la parole peut se délier. Lacan disait, ce sont des moments où la vérité peut se faire jour. Parce que la vérité est un lieu et pas un contenu. Et donc, il faut arriver à trouver un lieu dans lequel la vérité peut s'exprimer. Et la Ok, vérité parle toute seule. d'accord. Agathe, elle était extraordinaire. Pour revenir à Sarai, elle a été importante pour moi parce qu'on avait à peu près le même âge à l'époque. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait fini ses études d'avocat, donc elle a été reçue par le barreau. Et quelques semaines après, on se rend compte qu'elle a un cancer généralisé. Et elle me dit, j'ai fait tout ça pourquoi? Oui, Et elle me pousse à faire l'inverse que j'enseignais à la fac. À la fac, on dit, vous parlez peu de vous-même, vous dites pas ce que vous croyez, vous dites pas. Et elle me dit, mais nom de Zeus, tu vas me dire ce que tu crois. Il a fallu pour la première fois que je lui dise, moi je pense qu'on serait un cas. Et on a fait chemin ensemble. Et puis, c'est pas son nom, Sarai, oui, oui, mais c'est le nom hébreu qui veut dire ma princesse. c'est très beau. Et justement, il y a comment vous faites en fait pour, euh, pour trouver une solidité, de la tranquillité, enfin redescendre le mental, les émotions entre deux patients. Euh, je- j'ai une phrase à l'intérieur de moi quand ça va trop vite. Tais-toi quand tu parles. D'accord. En fait, j'aime beaucoup les poètes. Je sais pas si vous connaissez Christian Bobin. Non, non, ça ne me parle pas. Et j'aime beaucoup, j'ai plein d'images à l'intérieur de moi qui me permettent d'eau, qui vont et qui viennent, qui me permettent, puis après, il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus rien, tout peut advenir. D'accord. J'ai cessé de croire mes paroles. Ouais, d'accord. Vous, au final, vous ressentez plus que ce que vous pensez? Oui, D'accord, mais après, je pense, mais c'est dans un deuxième temps. Je fais pas tout en même temps. d'accord, Je pense avant et après. Avant, parce que je me dis, tout ce que tu dois faire doit d'abord être pensé pour pas faire n'importe quoi. Après, je fais. Et après, je pense ce que j'ai fait, mais non pas comme un commentaire. Je commente pas ce que j'ai fait. Je regarde à quel moment j'ai utilisé un mécanisme de défense. À quel moment j'ai mal chanté la chanson de la source. À quel moment, voilà. d'accord. Euh, Vous parlez de méditation samatha, je sais plus. Mata, oui. Qu'est-ce que c'est? Comment vous en servez? Alors, c'est tout simple. C'est la première méditation d'attention qu'on peut retrouver dans le bouddhisme, mais aussi chez les ézykiastes. C'est simplement, vous vous asseyez de façon le plus, pas trop confortable, sinon on s'endort. Sur le bout de la chaise, si vous êtes assis ou par terre,
vous relaxez les épaules et vous allez respirer normalement. Et vous allez juste fixer votre attention sur la respiration. D'accord. Dans 10 secondes après, vous êtes en train de penser. Vous vous jugez pas. Vous revenez à la respiration. Et à force de faire cet exercice-là, les pensées sont moins envahissantes. Le problème de l'occidental moyen, mais même de toute la planète, c'est que on a fait de nos pensées des objets et on pense que nos pensées sont bigrement importantes. Non. Ok. Si j'allume dans ma voiture la, la radio, à un moment, ils vont me dire les infos et je vais dire des bêtises. Oui, c'est vrai. Parce D'accord. que, je sais pas, moi, il y aura un tel qui va dire, je pense que les petits sont ci, sont ça. Alors, il suffit de nourrir. C'est, c'est, c'est une façon. Il faut qu'on se nourrisse bien psychiquement. Alors déjà, on se nourrit bien physiquement, de plus en plus. On a enfin compris qu'il y avait des choses à éviter. Et bien, psychiquement, c'est pareil. Quelqu'un qui s'endort avec un film d'horreur, ben, il a perdu l'occasion de faire un beau voyage. D'accord. Mais c'est ni mal ni bien. C'est juste, bon, tant pis, la prochaine fois. Ok. Là, vous parlez du corps. À un moment donné, dans l'histoire c'est Andrea, c'est ça? Vous dites qu'au fil des années, vous avez grossi. Est-ce que c'est, je vais parler peut-être en connaissance de cause aussi, mais c'est pas un moyen de réprimer ses émotions ou d'arriver à mieux les gérer que ben, de manger plus finalement, surtout dans votre métier où ça doit être enfin, je suppose que ça doit être difficile d'arriver à gérer ses émotions tout le temps, quoi. Ben, oui et non. Il y a une chose qui a toujours été étonnante, c'est que tous les moines, quasi tous les moines bouddhistes ou les moines autres font ce qu'ils appellent la graisse jaune. Ils mangent du riz, ils grossissent, c'est con. Et en fait, je pense que tous les travails, tous les travaux, pardon, où il y a des émotions à digérer, à prendre, à faire la transformation alpha, à les digérer, à les restituer, il y a toujours un petit bout qui reste. D'accord. Après, physiologiquement, l'être humain est amené, au fur et à mesure des années, à prendre un petit bidon. Oui. Après, vous pouvez réguler ça par un peu de sport, un peu de marche si vous avez envie. Mais le, le, le fait de prendre de la masse, c'est aussi de prendre de la masse sociale. D'accord. Ah, je suis bien sociabilisé, c'est bien. Ben, vous êtes papa, Oui, donc vous avez une responsabilité, vous avez une entreprise où il faut travailler, et donc tout ça fait que, l'air de rien, il y a un stress tout le temps permanent. oui, c'est vrai. Et ce stress permanent, il peut jouer sur votre façon de manger, sur votre... C'est pas bien grave. Non, c'est pas très grave. D'accord. Et à un moment donné, euh, vous parlez d'Abdel. Alors, ce passage-là était assez fort, je trouve, où vous parlez d'état modifié de conscience. Hmm. Et que est-ce que finalement, vous voyez des personnes décédées à la fin du passage d'Abdel? Vous parlez de Sarai. Si vous dites qu'elle est avec moi, est-ce que vous la voyez tout le temps ou c'est plutôt son énergie que vous ressentez? Ça dépend de mon état de conscience. J'ai pas D'accord. toujours le même état de conscience. Souvent, j'ai un état de conscience comparable à celui du blaireau. Donc, mais quand je suis vraiment droit dans ma posture, et souvent en clinique,
Et j'ai jamais vu un être humain partir tout seul. Et donc, je vois bien qu'il l'être humain qui s'en va, il reconnaît des personnes, il est heureux. On vient nous chercher. Il faut arrêter de croire que on vient pas nous chercher. Et il y a un bout du voyage qui se fait seul, ça c'est important. Mais il se fait seul parce qu'on sait qu'on est attendu. Et pour Abdel, c'était très particulier. C'est des états de conscience très particuliers dans lesquels le, le monde de l'ailleurs veut dire quelque chose au monde d'ici. Et donc se servir d'un d'un corps un petit peu. D'accord, Et donc il se sert de moi pour dire des choses. d'accord, Mais je crois que tous les vrais médiums font ça. Moi, je suis pas un vrai médium, hein, c'est de temps en temps. d'accord. Euh, est-ce que quand vous vous connectez à vos patients, euh, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous vous connectez à eux à quelque chose de plus profond que juste leur personne, c'est à quoi que vous vous connectez? J'ai tendance à l'appeler l'âme parce que je viens d'un monde chrétien, mais c'est la conscience. Souvent, je dis au padre, il y a une dame à qui j'ai dit, oh, le petit personnage m'intéresse pas. Ils me disent quoi? J'ai dit, mais vous me racontez toujours la même chose. Et D'accord. elle me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Et là, je plante mes deux yeux dans les siens. J'ai dit, votre tristesse. Elle a pleuré, on a parlé. Yes. Je ne sais plus quelle personne vous nommez dans le livre qui est bourgeoise. Je ne sais pas si c'est Agathe peut-être. Oui, Voilà. Ou là, vraiment, 'fin, c'est un peu le cas que vous expliquez, quoi. oui, elle avait tout prévu. Elle avait même sa petite descente de lit. Elle était extraordinaire. Par contre, elle sentait bon. Ça, c'est bien. Oui, Et, oui, allez-y. et Agathe, elle voulait parler. Elle croyait qu'on était dans un salon de thé. Et elle voulait me plaire. Ben, tous les humains veulent plaire aux autres. Et elle s'est dit, ce petit docteur, on va lui plaire. Alors, il est psychologue, on va lui parler de psychologie, mais psychologie magazine, quoi. Même si j'ai écrit dans ce bouquin, et c'est très très bien, psychologie magazine, c'est pas, on n'est pas dans des trucs pas possibles. Et donc, il a fallu du temps pour que Agathe, je lui dise, c'est pas ça qui est important. Bon. C'est difficile pour certains patients d'accepter leur état et ce qui leur arrive. Au départ, oui, il y a un long moment où on parle que du corps. D'accord. La plupart des gens, hier, je faisais une conférence au Point Rose hier soir, et le thème, c'était il est mort de quoi? Oui, La plupart des gens euh, ont peur de la mort. Enfin, ils le disent pas, hein. Ils disent qu'ils ont peur de souffrir. C'est pareil. Et ils se disent, la pire des choses qui puissent arriver, c'est de perdre un enfant. Et quand quelqu'un dit j'ai perdu un enfant, ah, c'est la panique. Il faudrait qu'on aille chercher vraiment pourquoi. Pourquoi on meurt à des âges différents? Est-ce qu'il n'y aurait pas là ce que certains appellent un contrat d'âme? Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose qui puisse, bien sûr, il y aura la douleur, bien sûr, il y aura le manque, mais qui puisse nous faire aller plus avant, dans quelque chose de plus grand et de plus beau? d'accord. Je parlais avec une personne hier de transgénérationnel. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet. Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est pas une branche, on va dire, de quelque chose qui pourrait permettre aux gens de d'avoir un soulagement intérieur s'ils comprenaient plus peut-être pourquoi il leur arrive ça, pas juste Dieu m'a mis ce machin sur la tête, quoi. Je le pense. Après, comme le dit Ancelin Schulz-Berger, c'était une prof à Nice qui a inventé le transgénérationnel.
il y a transgénérationnel et transgénérationnel. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent sans savoir exactement ce que c'est. Mais il est vrai que, un exemple tout bête d'Éric Dudoit. Mon père est parti quand j'avais 5 ans. Et à 20 ans, ma mère me dit, ah, tu as des mimiques de ton père. J'ai pas vécu avec lui. Ça veut dire que le corps est autre chose, ce véhicule. Mais c'est pas parce que ma grand-mère a été violée, mon arrière-grand-mère violée, que je vais me faire violer. Je vous le fais simple. C'est D'accord. pas causal. Ok. Et il faudrait que tous les chercheurs de vérité d'abord apprennent la nuance. Il n'y a D'accord. pas, il y a pas de chose causale. C'est pas Ok. parce que j'ai mal au dos que j'en ai plein le dos physiquement, psychiquement. Non. Je peux simplement être travailleur de BTP et on a mal au dos. Oui. Il n'y a pas forcément quelque chose de plus subtil à chaque cause. Ben oui. Il y a de tout. Euh, à un moment donné, euh, vous parlez des médecins qui disent qu'elle ne sera pas là pour Noël, qu'elle ne va pas passer la nuit. Qu'est-ce que vous, comment vous réagissez et qu'est-ce que vous dites à ces médecins quand ils disent ça à vos patients ou à leurs patients, hein? Je dis une phrase du Talmud. Je dis, pour les médecins, l'enfer. Alors ils me disent, ouais, quand même. Je dis, mais pourquoi tu te prends pour Dieu? Il me dit, non, mais on a vu que statistiquement, j'ai dit, mais depuis quand les statistiques, c'est la vérité? C'est un repère. Le repère d'une route, c'est pas la route. Et donc, il faut parler, il faut un peu les dégrossir là-dessus. Parce que quand on apprend la médecine, on apprend beaucoup de choses, mais dans les autres aussi, en théologie, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris les langues mortes, le cuniforme, l'hébreu, le grec. Et, mais eux, on leur a appris un truc, c'est que il n'y a pas plus intelligent que vous. D'accord. Et le pire, c'est qu'ils y croient. Ok. Il faudrait Mais pas qu'ils... il y a des médecins géniaux, hein. Il y a des médecins qui ont compris que c'était une connerie quand même, hein. D'accord. Il faudrait pas que lors des études de médecine, ils aient une partie qui soit plus relationnelle, humaniste, que juste scientifique. Ben, le problème, c'est après au niveau de... Moi, j'ai passé 16 années après le bac. Euh, Pas tout le monde peut se permettre ça. C'est-à-dire qu'après, on peut pas allonger de manière infinie. Et puis, beaucoup de scientifiques... il y a une... Pour être scientifique, il faut être réductionniste. Et de l'autre côté, pour être, on va dire, mystique au sens noble, il faut avoir un raisonnement par analogie. Et ça s'oppose. D'accord. Et donc, on est obligé de jongler. Moi, le truc le plus dur que j'ai fait dans ma vie, c'est d'apprendre à jongler entre les deux, de pouvoir sortir des articles scientifiques qui sont ni vrais ni faux, c'est juste des articles scientifiques, et de sortir d'autres choses qui sont plus d'ordre de la réflexion humaine. D'accord. Finalement, un mix des deux serait la bonne chose. Il faudrait un mix des deux. Mais comme on n'arrive pas à s'entendre les uns les autres et que le monde est très clivé, Oui. vous voyez, même chez les psys ou chez les médecins, il y en a un qui spécialise là-dedans, l'autre là-dedans, l'autre là-dedans, l'autre là-dedans, alors qu'il faudrait qu'on soit un peu plus universel. Oui. C'est vrai que pour reprendre un petit peu enfin, sur des psychanalystes, il y a déjà deux écoles qui se sont distinctes. Comme vous voyez, Freud et Jung, c'est pas le même monde déjà, et enfin, pas ils se combattent, mais ils vont se, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais leurs idées ne sont pas du tout les mêmes, quoi, finalement. Non. Mais en fait, la psychologie,
il y a plusieurs mouvements. Le premier mouvement, c'était le behaviorisme. C'était Pavlov, Skinner. Pavlov, c'est le conditionnement. Skinner, le conditionnement opérant. C'est-à-dire avec le pigeon, on lui donne à manger, il faut qu'il fasse un acte. Et puis, la psychanalyse, en deuxième, c'est qui était la deuxième grande époque. Puis après, dans les années 70, 80, 90, ce qu'on a appelé la psychologie humaniste, qui a dépassé la psychanalyse, au sens où on s'est dit, on va pas tourner autour de son nombril infiniment, on va ouvrir d'autres choses, et qui a pris beaucoup de choses à ce qu'on appelle la psychoanalyse de Jung. Et puis après, il y a eu la quatrième vague, qui est la psychologie transpersonnelle, où il y a des gens comme Stephen Lorenz, des gens qui permettent de Stephen Taylor de mélanger la spiritualité à la psychologie. D'accord. Et là, on va revenir à Jung et le dépoussiérer un peu. Parce que si vous lisez Jung dans le texte et que vous n'avez pas fait théologie, je ne pense pas que vous compreniez quelque chose. Parce que c'est un langage très, très vieux, hein, c'est le langage de Freud. Et puis, il était féru de théologie. Son père était théologien, son grand-père, pour la petite histoire, était Goethe. Donc, quand Jung écrit, c'est compliqué son truc. Et comme à l'époque, quand on écrit le grec ou l'hébreu ou le latin, on ne le traduit pas, vous ouvrez un bouquin de Jung, si vous ne connaissez pas le grec et le latin, vous allez mettre 1000 ans à le lire. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ont, ont écrit sur Jung et nous ont aidés. Il suffit de les lire. Mais c'est un peu ancien tout ça. Et c'est pour ça que maintenant, la psychologie transpersonnelle, c'est la chose qui va permettre vraiment à s'éveiller, où on ne s'intéresse plus aux symptômes en tant qu'il est la chose qui est défaillante, on s'intéresse aux symptômes au sens où il est la chose qui nous permet l'éveil, mais dont on a besoin pour ne pas s'éveiller, D'accord. parce qu'on a peur de s'éveiller. Oui, oui, c'est possible, oui. De toute façon, tout. Ah, ça fait peur. Le premier élan de l'éveil, c'est le vide. Qui peut supporter le vide? La plupart d'entre nous, on veut des choses, quoi, hein. Oui, c'est vrai. Et quand on arrive, et c'est pour ça que le moment de la mort est si important, c'est que quand on meurt, on s'en fout complètement du vide. Et on voit que très rapidement, de l'ordre de quelques secondes, il est rempli du plein d'amour. C'est vrai. Pour parler de la mort, enfin, dans le livre, ben, vous le dites, mais depuis très jeune, c'est presque un sujet qui vous passionne. Ouais, je suis complètement malade comme type. Et pourquoi avoir eu ce besoin très jeune ben, de comprendre ben, ça? Ben, en fait, ma question à ma mère, puisque mon père était malade, c'était, putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Réponse de la mère Françoise, feu Françoise, qui est décédée, c'était, ben, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On est là pour trouver un travail, enfin, les trucs habituels. Et moi, je dis, mais c'est n'importe quoi ton truc. J'ai quand même, non, non, je veux pas. Bon, t'es pas d'accord. Et moi, l'école me faisait chier, franchement. Et je voulais faire un CAP menuisier pour après faire la maroquinerie. Ma mère était petite prof et donc elle a dit non, une baffe. Après, je voulais faire un BEP, elle m'a dit non, une baffe. Et puis elle m'a dit si tu as ton bac F1, construction mécanique, tu fais ce que tu veux. Putain, je l'ai eu le bac, hein. Mention passable, je l'ai eu. D'accord. Mais j'étais nul, moi. Avant la fac, j'étais pas bon. Enfin, ni bon, ni pas bon, j'étais moyen, quoi. Parce que la façon qu'ils avaient de m'enseigner, ça allait pas. Je suis arrivé à la fac. Ils m'ont dit, t'apprends ce que tu veux, mais il y a ça et ça à lire, tu le lis quand tu veux. J'ai dit, c'est le top, Libre. libre.
Et donc, je suis devenu bon. Mais parce que ça me correspond. Mais il y a plein de gens hyper intelligents, ça leur correspond pas, ça non plus. Et on dit, ben, ils sont moins intelligents. C'est pas vrai du tout. Ils ont tout. C'est un peu comme si on compare un singe et, et- et un poisson. Le poisson est meilleur à la nage et le singe, il est meilleur pour monter à un arbre. Oui. Et il n'y en a pas un qui est qui est plus intelligent que l'autre. Mais en Occident, et surtout dans, dans les générations de mes parents, et bien avant, faire des études, c'était... Moi, ma mère est morte dans mon service. Dès qu'elle voyait marqué docteur du doigt, c'était une mezouza. Oh, j'ai dit, maman, tu es chrétienne, t'es pas juive encore. Et voilà, c'était le Graal. D'accord, ouais, je comprends très bien, ouais. Et je lui ai punaisé mon doctorat dans les chiottes un jour. Elle m'a dit, pourquoi t'as fait ça? J'ai dit, parce que c'est ton désir. Je le rends. D'accord. Euh, euh, à un moment donné, vous êtes avec Andrea et vous dites qu'il est, alors, je sais plus le mot exact, je crois, qu'il est dans son taux, non? Je sais plus comment vous dites. Je sais pas si c'est ça, je me rappelle plus. Vous dites qu'à un moment donné, Andrea est dans son et autre part, mais j'ai plus le mot, il me vient plus. Ah, il est dans une sorte de sas qui s'est auto-créé, Voilà, c'est ça. tout blanc, Voilà, avec des voilà. laboratoires, oui. En fait, l'être humain a cette capacité-là, surtout avec les drogues qu'on injecte en fin de vie, hein, qui aident quand même, et puis avec la conscience, à pouvoir visiter des mondes autocréés. Et souvent, avant de passer de vie à trépas, on a ces choses-là où lui voulait absolument un nouveau médicament, etc. Et donc, automatiquement, il était dans un univers où on créait des médicaments. Donc, c'était blanc, stérile, etc. Et parce qu'on s'aimait bien, c'est toujours l'amour, le guide. Parce qu'on s'aimait bien, au sens même bien, on peut l'enlever, parce qu'on s'aimait. Et j'ai été autorisé par lui à pouvoir rentrer. D'accord. Et après, tous les deux, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre monde beaucoup plus sympathique, fait de quelques herbes, d'oiseaux, de papillons et de senteurs de fleurs. Ok. Et comment, comment vous, après une fois revenu, comment vous avez réussi à mettre des mots sur ce que vous avez vu Alors, avec lui? une fois revenu, je vais dans mon bureau et je prends un temps pour la mémoire. La mémoire n'est pas le souvenir. Il faut que j'ai la mémoire parce que là, si vous me demandez ce qu'il y a dans mon livre, je suis pas certain de savoir vraiment ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est D'accord. le souvenir. La mémoire, c'est d'inscrire à l'intérieur de moi ce que j'ai vécu. Ça va durer quelques jours et j'ai quelques jours pour l'écrire. D'accord. Ok. Et Ça, c'est comme ça que je fonctionne. d'accord. Mais euh, ce que je vois dans des états modifiés de conscience n'est pas plus réel que ce monde dans lequel on est. D'accord. Pour vous, c'est pareil? C'est une fréquence autre. D'accord. Moi, j'aime bien utiliser, là, pour se parler, on est obligé d'utiliser des codes et d'avoir une fréquence qui permet que vous et moi, nous puissions nous voir. Si je casse l'ordinateur, c'est terminé. Mais je vous ai pas tué. Non. C'est juste ce qui nous permet de rentrer en contact. C'est cette fréquence-là. C'est ça une modification de conscience. C'est que je, pas je, quelque chose permet que ça vibre autrement en moi. D'accord. Ok. Moi, Et je suis naze, hein. Je fais rien.
Euh, Aussi, à un moment donné, vous parlez de l'appareillage du psyché. C'est avec Ouais, ça, avec Sarai, je crois. ouais. Que- Qu'est-ce que c'est l'appareillage du psyché? Alors, ça, c'est un truc qu'avait découvert, que je dise pas de conneries, que bah, les premiers dans la psychanalyse, Abraham Torok, Winnicott, sur le bébé et la maman. Alors, puisque vous avez eu des enfants, c'est très simple, vous avez vu votre femme, vous avez vu l'enfant et vous avez vu vous-même. Et des fois, l'enfant abréagit, pleure, etc. Et vous, ou votre épouse ou époux, voit ce qu'il faut faire, comme par magie. Mais en fait, c'est simplement qu'il y a un appareillage des deux psychés. Alors, ça se fait pas avec des mots, ça se fait pas avec... c'est c'est ce qu'on appelle la force de la vraie intuition. C'est-à-dire que le père environnement ou la mère environnement est un réel psychologue. Il voit l'enfant et il se syntonise avec et il comprend. Si moi je viens dans la pièce, je vais dire, oh putain, qu'est-ce qu'il a le bébé? Et je vais pas comprendre. Par contre, vous, oui. D'accord. C'est le lien permet d'avoir une meilleure intuition. L'appareillage, ouais, ce qu'on appelle l'appareillage des psychés. Et alors, on le fait aussi souvent avec des personnes du spectre autistique qui sont du côté de l'autisme de malade, c'est-à-dire qui sont vraiment sans parole, sans, où on essaye de prêter son appareil à penser des pensées pour penser. Et- D'accord. OK. Mais c'est ce Euh, que font tous les parents avec leurs enfants. Naturellement, ça s'en rendre compte. Oui, escroc, je vous l'ai dit, hein. Hein? Je vous l'ai dit, c'est le métier d'escroc. Tout le monde sait le faire. Euh, Vous parlez aussi d'hypnose. Vous en servez souvent de l'hypnose avec vos patients. Euh, ouais, quand ils sont jeunes, ouais. Quand ils sont jeunes plutôt? Pourquoi? Ben, d'abord parce que quand ils sont plus âgés, ils en ont rien à s'en foutre. Et alors plus âgés, c'est le quatrième âge, hein. D'accord. Et quand ils sont jeunes, euh, ils sont beaucoup plus ouverts à la psychologie que les anciens. Et donc souvent, ils disent, putain, mais j'ai mal, putain, j'ai pris de l'oxycontin, enfin, pardon, j'ai pris des médicaments, des machins, des ci, des là. Ah, mais l'hypnose, ça peut pas m'aider. Généralement, c'est la voie d'entrée. D'accord. Puis après, Oh, je leur dis, moi, je te propose de faire une hypnose pour voir autre chose. Et j'avais le gars je l'ai pas mis dans le livre, pas celui-là, je sais plus, un jeune homme, Alexandre, qui, qui me dit, ah, j'aimerais bien que tu me mettes en état d'hypnose, je me sens un peu angoissé, etc. Si tu veux, sachant que l'hypnose, faut faire attention, hein, pas sur les personnalités limites, pas sur les personnalités psychotiques, pas pour tout le monde. Et, et donc, je fais mon truc, tu vas dans un pré, tatati, tatata, tatata. Et à un moment, il me dit, oh, il y a mes grands-pères. Et il commence à me parler de ses grands-pères, à rire avec ses grands-pères. Il revient, il dit, tu les aimais bien, tes grands-pères? Ah ouais, je m'entendais bien avec eux, etc. Sa maman m'attend dans le couloir. Je dis à sa maman, ben, il a vu ses grands-pères. Elle me dit, ah bah oui, il allait à la pêche, tout ça. Et puis, quelque temps après, on continue l'hypnose. Et puis, il me dit, j'ai vu mes grands-pères, ils me disent qu'ils m'attendent. Mais moi, ça me fout les boules. J'ai peur. J'ai pas envie d'y aller maintenant. Donc, je leur ai demandé du temps. Ça continue. Et puis, un jour, je le mets en état d'hypnose et il chante mal. Il chante. Il revient, mort de rire. Il me dit, putain, c'était le kiff, on a chanté. Il rechante mal. Et je lui dis, là, faut arrêter. Je dis, c'est pourri ce que tu chantes. Il me dit, ouais, je sais, mais là-bas, c'était bien. Et, et à une autre séance d'hypnose, il a vu
Ça l'a vraiment fait peur. Il a vu plein de mains se tendre vers lui. Et là, on a parlé, et je lui ai dit, ça, c'est toi qui l'as construit. T'as tellement peur qu'on vienne te prendre. Tu peux pas mourir sans l'avoir décidé. Ok. C'est assez prenant quand même. Et quand il se passe des choses comme ça, et le patient arrive à tout décoder et à intégrer tout ce qu'il a vu et entendu. Ou il y a une Il partie qui... l'intègre, ouais, il l'intègre pas pareil, pas intellectuellement comme là je viens de le faire, Hmm, mais il l'intègre autrement, comme une expérience vivante. d'accord, Comme on a intégré le fait de faire du vélo. oui, d'accord. C'est Vous vous machinal. rappelez, on s'est mis dans le vélo, sur le vélo, on nous a mis des petites roulettes ou pas, on s'est pété la gueule de toute façon. Oui, Puis là, maintenant, on monte sur un vélo, ça va, quoi, oui, c'est naturel. naturel. Vous vous considérez comme un passeur d'âme? Alors, mon Dieu, ça, c'était dans ma thèse, c'est une parole de Freud. Et je sais pas pourquoi, c'est devenu dans le monde moderne un peu un, tout le monde est passeur d'âme, plus ou moins. Ce qui me dérange pas, hein, c'est bien, il y en a certainement. Je connais des êtres humains qui sont capables de voir des âmes qui viennent les chercher pour aller voir la lumière. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. D'accord, Et il n'est pas venu me chercher, c'est l'équipe qui m'a dit, si tu veux qu'on aille dans la 211, tu fais quelque chose. Mais sinon, non, peut-être parce que ça m'intéresse pas des masses. d'accord. Et quel est... Alors là, il y a des lois qui passent, et des choses comme ça. Quel est votre regard sur l'euthanasie? Ben, moi, les clowns qui sont à l'Assemblée, je veux les voir avec moi. Je leur fais un stage d'un mois chacun. Après, ils votent. D'accord. Ça, C'est, on a fait, en plus, on a ramassé le travail. On a fait des recherches scientifiques. On a montré avec un pote qui est prof de psychosocial que suivant son travail en médecine, suivant l'âge qu'on a, suivant pour les patients si on est bien portant ou mal portant, on n'a pas la même réponse à cette question. d'accord. Donc, il pourrait faire quand même au moins une revue de littérature scientifique. Au moins ça. Parce que la question, c'est pas de dire oui ou non. La question, c'est qu'il y a des moments, c'est absolument nécessaire. Et des moments, non. Au cas par cas. Oui, et que c'est un groupe d'humains avec un humain pour prendre une décision. C'est pas, c'est pas un pauvre gars qui est dans l'Assemblée qui va nous aider, hein. Ah, c'est sûr. Sûr. Qu'est-ce que vous pourriez dire au Éric Dudoit d'il y a 30 ans? Arrête de faire le malin. La vie va t'apprendre des choses. Vous savez, quand j'ai eu mon doctorat, j'ai jamais autant. Je l'ai eu à Aix, et moi j'habite La Ciotat, il y a 40 kilomètres à peu près. Et je suis rentré seul en voiture, et tout le long, je vous promets que c'est vrai, du doigt faisait je suis docteur, je suis docteur, je suis docteur. Parce que c'est notre pardon, notre part d'ego, notre part. Et quand je le regarde ça, je me dis, ben oui, il fallait que je passe par là. Puis voilà. D'accord. Bon, ben, Éric Dudoit, en tout cas, vraiment, je vous remercie pour ce moment passé, pour cet échange. S'il pouvait y Merci avoir plus beaucoup. de docteurs comme vous, je pense que le monde s'en porterait bien mieux, sincèrement. Euh, Merci. euh, est-ce que, un mot de la fin, est-ce que vous voudriez dire quelque chose pour finir? T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais tu vas t'inquiéter. Mais vraiment, 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 tu es protégé. Qui que tu sois.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Eric, pour ces paroles. Mer- Merci beaucoup, Merci à tout le Sébastien. monde qui regarde cette émission. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Moi, ça m'aide, ça me permet de continuer cette cette belle mission que j'ai de partager des choses comme aujourd'hui. Et puis, Hmm. je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au À très revoir. bientôt. Au Merci beaucoup. revoir. Merci.